pour revenir sur l'Ebola, euh, alors c'est dommage que, paradoxe, ce sera arrivé en Occident ou en Amérique, du fait que qu'on ait bien plus d'animaux domestiques, ça aurait été peut-être plus facile à trouver, mais c'est tout à fait concevable d'amener des canins ou des félins en Afrique pour, euh, pour contact physique avec les patients qui sont touchés par l'Ebola. Leur défense immunitaire est bien plus opérationnelle du fait qu'ils sont, surtout pour les canins, du fait d'être semi-charognards et d'être en contact avec la plupart des parasites, leur donne leur défense immunitaire bien plus résistante. Et il est adaptable de se servir des résistances animales, canines, euh, par rapport à la compatibilité du rhésus et du groupe sanguin, de pouvoir la transférer l'adapter sur un homme, ou une femme, ou un enfant. Je n'arrive pas vraiment à voir ou à comprendre vraiment le traitement de choc que vous avez en Amérique trouvé. Savoir si c'est euh, un traitement synthétique ou si vous vous êtes servi des propres défenses immunitaires et essayer de voir à renforcer les défenses immunitaires. Il y a des pathologies opposées qui peuvent être complémentaires et qui vont pouvoir être incompatibles avec la croissance du virus. Elles vont stopper le virus ou stopper la propagation du virus dans d'autres cellules. Comme tous les virus, tout ça c'est une question de densité, comme beaucoup de choses. Je dirais que si nous avons le virus en très très faible quantité, une infime quantité, le corps va, de ses propres défenses naturelles, va sécréter une autodéfense qui va immuniser la personne. On dit d'immunité quand les globules blancs sécrètent leur propre base de données virale et qu'elles puissent par la suite délivrer le processus de guérison face à l'empreinte virale qu'elle a pu résigner. Alors je ne sais pas si c'était trop clair, mais en gros, ça c'est comment marchent les défenses humanitaires dans le corps. Il en va de soi que pour trouver un vaccin bio, alors qu'est-ce que j'appelle un vaccin bio? Ben, c'est juste une globule blanc ayant eu l'information virale et ayant trouvé la défense naturelle. Donc si vous implantez cette globule blanc dans un corps infecté euh, qui, euh, qui a la propagation du virus, l'information de la globule blanc, une fois rentrée dans le corps, elle se chargera de communiquer en tant que rôle principal naturel du corps, c'est-à-dire que les globules blancs communiquent entre elles pour se dire tiens, il y a eu tel virus rencontré dans le pied, je rencontre le même dans les poumons, hop, j'ai guéri le pied, j'ai guéri le poumon. Et de la même manière. Donc, si on est infecté du pied et après que ça remonte vers les jambes, vers les bras, vers le corps entier, tant que c'est une partie et qu'il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire tant que c'est en infériorité de capacité par rapport à la densité, du coup le corps se défend. Et dès que ça passe à une supériorité, ben, au lieu de pouvoir se défendre, il commence à déployer beaucoup plus de globules blancs, puisqu'il a besoin d'avoir plus de soldats pour se battre.
Mais ces soldats, comme ils sont pas entraînés ou comme ils sont pas armés, du coup, ils savent pas comment s'attaquer trop au virus ou à la maladie. Et puis généralement, ils l'entourent, mais le virus dévore ou tue les globules blancs. Et ce processus fait que celui qui est à son extinction retourne derrière, et à chaque fois, le globule blanc qui était devant, en passant derrière, il communique ceux qui vont aller au virus, à confrontation, les informations pour dire, tiens, on a mis tel... alors je vous fais la communication entre globules blancs, mais en gros c'est ça qui se passe. On a mis tel agent chimique, le virus a réagi comme ça, on a réagi telle substance naturelle, le virus a réagi comme ça. Essaye la même base et essaye de perfectionner tout ce que j'ai pas essayé. On pourrait croire que le virus, que les globules blancs, pardon, va identifier la maladie à travers ce qui marche. Mais c'est totalement faux. Ça marche à son sens opposé. C'est-à-dire qu'au lieu de communiquer ce qui marche, il va communiquer tout ce qui marche pas. Les globules blancs ont une capacité impressionnante, une mémoire impressionnante d'informations. Par exemple, là je tousse. Bon, ce n'est pas viral, ce n'est pas une grippe, c'est une irritation du fumeur, mais ça serait viral. On pourrait définir que la grippe qui m'aurait contaminé, c'est la première fois que mon corps rencontre cette évolution virale, parce que s'il aurait déjà rencontré une première fois, il en aurait déjà sécrété les défenses, et en ayant sécrété les défenses, il serait immunisé contre ce stéréotype typique du virus. Donc on est atteint que par les nouveaux virus. Les anciens qu'on a survécu, nos globules blancs ont cette empreinte à vie de, de mode d'emploi sur tout ce qui est à éviter qui ne sert à rien et les seules choses qu'il faut pour faire. Donc ça c'est les fonctions principales. Si vous cherchez donc à éradiquer l'Ebola, vous avez deux solutions. Ou alors vous trouvez un O+, chez les hommes. Je dis chez les hommes, mais ça peut être aussi chez les animaux. Et après, vous réimplantez une transfusion, alors que ça soit par voie sanguine ou par les pores de la peau. Le résultat est le même, ça rentre dans le corps. Et que ça soit extérieur ou que ce soit intérieur, dites-vous bien que ce qui est à l'intérieur rentre à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur ressort un jour ou l'autre. Donc à un moment donné, c'est pas important comment ça se divulgue à l'intérieur. Le tout, c'est d'être en contact. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le virus, c'est-à-dire que dès qu'il y a contact physique, il fait vase communicant de corps à corps. Il reste sur la peau par la transpiration et après il rentre par les pores. Il y a plusieurs solutions pour les médecins qui traitent. Ils se camouflent d'équipements pour ne pas être en contact. Et ça marche très bien parce que à part le médecin qui avait été contaminé, sûrement dû à une fausse manipulation ou autre. Mais pour l'Ebola, les voies orales sont pas, si elles sont pas en contact, les voies respiratoires ne sont pas, ça ne passe pas dans l'air. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. Euh, ou vous renforcez l'immunité d'un patient contaminé et en lui mettant l'empreinte petit à petit, selon la propagation de l'information entre globules blancs, eh bien le corps va lui-même sécréter ses propres défenses et vous aurez juste stimulé la direction à l'information aux globules blancs. Et comme si il faut une infime partie de globules blancs, il n'en faut qu'un en fait, pour donner l'information. Après, le nombre de globules blancs, ça va être la rapidité de propagation.
S'il y a un informateur, pour que tout le monde le sache, il faudra un temps pour que l'informateur puisse parler à tout le monde, à toutes les globules blancs. Mais s'il y a plusieurs globules blancs qui sont informés, bien du coup, ça se propage bien plus vite. S'il y a trop de globules blancs qui sont informés, s'il y a trop d'informateurs en globules blancs et dans un corps qui est contaminé, du coup, ça fait l'opposé. Ça passe une question d'équilibre entre l'incubation et entre le stade critique, qui fait que ça va accentuer le stade de critique parce que entre les deux globules blancs, le globule blanc va pas reconnaître le globule comme un globule, mais va le reconnaître comme un virus euh, à part entière, un second virus. Alors, pour comprendre avec conscience pourquoi c'est une direction bonne à prendre, ben, c'est tout simplement une question de posologie en fait. Si si je prends un poison en comment ça s'appelle en grande quantité ou en quantité suffisante, je vais mourir. Mais si je prends au préalable la quantité de capacité, je prends au préalable une infime partie du poison et que je le digère, je l'incube, du coup mon corps va avoir cette empreinte et cette capacité à pouvoir se régénérer même d'un poison, d'un toxique. Donc du coup, il en va de soi que si je veux que le corps soit plus costaud, plus plus costaud, plus combatif et plus virulent, ben, il en va de soi que si je le booste un peu comment on pourrait dire ça? Si je le bombarde un petit peu d'hostilité, tous les globules blancs vont réagir en se disant non, non, là c'est vraiment un cas un cas grave, et il va se mettre à sécréter des globules blancs, mais avec l'information de se battre contre plein d'hostilités. Et en plus, les hostilités qu'on va créer dans ce corps qui est incubé viralement, va faire que il va trouver ses défenses plus rapidement et il va pouvoir euh, se, se défendre naturellement. Mais le problème dans cette méthode, c'est que il y a une part d'équilibre qui est respectée. Il faut que ça soit un 30-70 ou un 40-60. Parce que dès qu'on arrive au 50-50, le corps se met à défendre moins que ce qu'il peut défendre. Et du coup, au lieu de se défendre, eh ben c'est le virus à part égale avec les défenses immunitaires qui se combattent. Et du coup, 50-50, il y a une nullité. Et comme les virus se propagent et évoluent bien plus vite que nos propres défenses, du coup, c'est souvent le virus qui gagne. Donc c'est une question de temps. Si on arrive à stopper la propagation ou l'évolution du virus à l'intérieur du corps incubé, eh bien, on arrivera à ce que si on garde plus de temps en vie les malades, les défenses humanitaires naturelles vont pouvoir prendre le relais. Si on tire trop sur le corps, trop vite, eh bien ça va fatiguer le corps, fatiguer le moral, la détermination à la volonté de vouloir se débattre de la vie. Et du coup, par la douleur et par le choc de la fièvre et du désagrément, eh bien, l'esprit ne va pas combattre la maladie de la même façon. Alors après, on pourrait reprendre un cours sur le rire guérisseur et la joie qui est bénéfique dans la guérison. Mais je pense que dans les cas critiques comme l'Ebola, avec une population aussi dense, autant on peut le faire pour le cas par cas. Il y aura un médecin pour un malade. À la rigueur, chaque médecin pourrait faire rire chaque malade. Mais là, c'est un médecin pour je ne sais combien de malades.
Donc du coup, ça ne peut pas être fait pour le médecin et puis ça ne peut pas être fait pour le malade parce que les situations du pays ou la situation actuelle ne le permet pas. Et il faudrait vraiment être pédagogue pour faire rire quelqu'un qui est conscient qu'il a l'Ebola et qui est conscient il a très peu de chances de survivre. Même si, encore une fois, vous avez de la chance là parce que ça arrive en Afrique et que, comme on dit, l'humour noir permet de pouvoir rire de toutes les fatalités de la vie en essayant de le prendre sur le bon côté, en se disant, là, c'était pas le bon meilleur moment et que c'était un bon moment pour partir. Là où je voudrais rassurer les patients d'Ebola, c'est que Dieu nous met à l'épreuve et il nous met à l'épreuve que des épreuves qu'on est capable de surmonter. Après, les gens qui meurent encore actuellement, ce sont ou des gens qui ne pourraient pas de toute façon, selon le plan initial de Dieu, ne pourraient pas survivre à cette évolution de ce présent mondialement, ou alors ont trop souffert et c'est la délivrance qui l'apporte. De toute façon, la mort n'est pas quelque chose de restrictif, c'est pas quelque chose qui est définitif, et c'est pas quelque chose qui est aussi, comment dire, qui est néfaste. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à serrer les gens que vous avez aimés dans vos bras que vous êtes obligé de ne pas penser à eux. Et c'est pas parce que vous pensez à eux que vous ne pouvez pas penser au bonheur qui vivent au présent où vous ne pouvez pas les serrer dans les bras. Au lieu d'imaginer qu'elle soit morte et que vous ne pourrez plus saisir dans le sens toucher le corps de la personne que vous avez aimée tel que vous l'avez connue, pensez à l'amour que vous lui avez porté, pensez à la joie qu'elle vous a apporté, pensez au bonheur qu'elle puisse voir et vivre là où elle puisse être, et essayez d'éviter qu'elle soit de penser à sa mort en ayant de la tristesse, parce que ça leur permet pas de s'élever dans des étages de la réincarnation, mais pensez plutôt qu'ils sont sur un voyage et qu'un jour, si Dieu veut, comme on dit, eh bien, vous arriverez à les reconnaître dans un nouveau corps, un nouvel âge, mais ne vous en faites surtout pas. Tous les gens que l'on a vus dans notre vie, c'est des gens que l'on a côtoyés dans d'autres vies. Et ça en va de soi que c'est un éternel recommencement, dans le sens que tous les gens que vous connaissez au jour d'aujourd'hui, il y a une quasi-certitude à dire que vous les verrez dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres vies futures. À moins qu'on fige l'éternité avec, avec un seul corps ou avec plusieurs corps, mais en gardant notre âme. Mais je pense pas que ça soit une bonne chose, dans le sens que Dieu par lui-même nous a créés, nous réincarne, et c'est une façon pour lui de la vie est le test de raison, à savoir est-ce qu'on peut évoluer de notre vie, et la mort n'est que le jugement où on se rapproche de Dieu, où il nous rappelle tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a ressenti sur terre, tout ce que l'on a et nous pose des questions sincères du sens du genre est-ce que tu en as été heureux, est-ce que tu l'as pas vécu, est-ce que pourquoi tu ne l'as pas cru, parce que généralement quand on meurt ou quand on se rapproche de la mort, quand on se rapproche, on a vachement peur de cet inconnu, parce que les gens qui ont fait des EMI tout ça n'en parlent pas assez, mais quelque part une fois qu'on est dans le coma, ou une fois qu'on est dans des étages psychologiques bien plus, j'allais dire inférieurs, mais c'est plutôt supérieur. Du coup, on se rend compte que la vie c'est rien, que ça ne tient qu'à un fil, que toutes nos difficultés qu'on a rencontrées sont infimes,
infime comparé au bonheur qu'on puisse avoir de vivre. Et d'ailleurs, alors c'est un paradoxe parce que toute notre vie on se plaint du bonheur qu'on n'arrive pas à trouver, alors que généralement le malheur de toute une vie est vraiment alors du pipicha comparé à la souffrance de la santé quand la mort nous vient. Généralement, quand la mort nous vient et que psychologiquement on n'a plus la force de se débattre ou qu'on n'a plus, enfin qu'on est dans l'acceptation totale de ce qui nous arrive et qu'on accepte d'avoir eu une vie pleine et qu'on a bien vécu et que même si on n'a pas connu assez de joie qu'on est assez heureux comme ça de nos malheurs et qu'on n'en veut pas plus et qu'on préfère repartir vers Dieu plutôt que de vivre le bonheur d'une vie. Eh bien, étrangement, ces instants de transition entre la vie et la mort nous permet d'avoir une conscience bien plus élargie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à l'agonie de la vie, on se rend compte que la vie est tellement précieuse. Et, euh, et généralement, on le voit pour les autres qui ont pas l'agonie d'une maladie ou autre, ou chronique ou accidentelle. Mais quelque part, on le voit aussi en constat de sa propre vie. C'est-à-dire que chaque personne est vraiment ignorante de la richesse ou du bonheur ou qu'elle porte. C'est vraiment ça. Et moi, le premier, je suis vraiment un mécréant et un dénigrant de ma propre personne, puisque le bien que je fais, ben, je l'estime normal, et que le mal que je fais, ben, je l'estime non constructeur, alors qu'il est constructeur à un point que ce n'est pas possible, et ça n'empêche pas le bien que je fais qui est authentique à ma personne. Et ça n'empêche pas que je suis pas le seul, donc des personnes authentiques, ben, il n'y a que ça sur Terre, et que donc, ben, force des choses, le temps me donne toujours des personnes authentiques et appréciables, et encore des fois plus appréciables que ma personne, vu que pour moi je suis rien. Dans le sens que je suis rien de plus que ce que je vois. Et je suis pas forcément, je me trouve vraiment pas plus beau qu'une personne. Et à la rigueur, je me trouve souvent bien plus laid, bien moins méritant que la beauté que je suis attiré. Et souvent, je trouve les gens bien plus beaux que moi. Donc, je dis de la beauté, ce n'est pas une beauté physique, hein, c'est une beauté psychologique ou spirituelle ou de tempérament. Mais généralement, c'est cette capacité à la luminosité de l'âme. Je me trouve bien plus sombre comme personne et bien plus tordu comme personne quelque part que la plupart des gens qui me semblent totalement logiques. J'arrive à comprendre la plupart des personnes en une fraction de seconde, autant moi je vous avoue, je me comprends toujours pas. Mais ça me rassure parce que quand je parle à d'autres personnes, je vois bien que je les comprends alors que eux-mêmes ne se comprennent pas. Donc je me dis, ah ben pour une fois on a un point commun, c'est-à-dire on ne se comprend pas soi-même, mais on comprend les autres. Ou on a plus de facilité à comprendre les autres que soi-même. J'espère vous avoir aidé pour l'Ebola. J'ai parlé de deux sujets un peu différents, mais j'espère que ça vous a pas trop dérangé que je me laissais dériver sur ce qu'il y avait de bon à dire et ce qui me semblait juste de dire à l'instant. Et j'espère vous avoir aiguillé un petit peu sur des logiques opposées qui permettent à trouver ou une immunité ou alors l'animal, une immunité chez un homme et après cette immunité-là la remettre sur d'autres par d'autres moyens incuber d'autres personnes avec l'immunité, ou alors, si c'est pas d'homme à homme, d'animaux à homme. Euh, J'espère que avoir un peu plus de précision plus claire pour l'Ebola, à savoir sur le patient, euh, le patient qui a été en Amérique, il lui a fallu pas beaucoup de temps pour redevenir en bonne santé. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la fabrication du vaccin, qui d'après ce que j'ai compris était longue, je voudrais savoir si maintenant
que ça s'est stabilisé et que ça s'est peut-être mis en rémission, je voudrais qu'on me précise les conséquences du traitement. Qu'on précise les conséquences du traitement ou les éventuelles conséquences possibles du traitement sur les diverses résus ou diverses chromosomes. Parce qu'on n'a rien sans rien, mais pour voir si vraiment c'est une bonne direction ou si c'est un coup de chance que là toutes les prédispositions entre le résus, la compatibilité et puis le désir d'application et les conséquences de l'application, est-ce que tout cela s'est équilibré, est-ce que ça envoie la chandelle ou pas? J'espère vous avoir guidé assez sur les possibilités éventuelles de cette réémission. Merci.